Bienvenue sur Télé Djibouti pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a procédé ce lundi avec l'ambassadeur du Japon à Djibouti à la signature de l'échange de notes d'un projet de fourniture d'équipements médicaux. Et le ministre de la décentralisation a présidé ce matin à l'hôtel des Acacias une rencontre regroupant les dirigeants de la mairie, les responsables des communes de la capitale et ceux des 5 régions de l'intérieur. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Remerciements d'un membre du gouvernement. Nous entamons ce journal par cette information émanant de la présidence de la République où le chef de l'État a signé en fin de matinée un décret démettant de ses fonctions le ministre de l'Énergie, le Dr Yassine Hussein Bouh. Cette décision prend effet à compter d'aujourd'hui même. Le ministre du Travail, M. Hassan Idriss Amlié, est appelé à assurer l'intérim du ministère de l'Énergie et ce, cumulativement avec ses fonctions. Je vous le disais, en titre des équipements médicaux pour le département de la santé, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, a procédé ce lundi avec l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Tatsuo Arai, à la signature de l'échange de notes d'un projet de fourniture d'équipements médicaux du gouvernement du Japon en faveur du ministère de la Santé. Eh bien, la cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, Dr Jamal Miyake. L'ambassadeur du Japon, Tatsuo Arai, a rappelé que lors du sommet sur la coopération entre le Japon et les pays du continent africain, TICAD 6, qui a eu lieu en août dernier à Nairobi, la promotion du système de santé figurait parmi les 3 piliers de la coopération nippo-africaine. Il a souligné que c'est dans ce cadre que ce don est octroyé pour l'acquisition d'équipements médicaux. Écoutons l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Parmi vous aujourd'hui pour la cérémonie de signature d'échange de notes pour le programme de développement socio-économique. D'un montant d'environ 320 millions de francs djiboutiens, le programme est destiné à octroyer du fonds nécessaire pour l'acquisition d'équipements médicaux, notamment pour la santé des enfants. Je tiens à vous rappeler que lors du sommet de la TICAD 6, tenu en août dernier à Nairobi, la promotion du système de la santé figurait parmi les 3 piliers de la coopération nippon-africaine. Par ailleurs, tout de suite après le sommet de la TICAD 6, M. Hiromichi Watanabe, donc député du Japon, président du comité de la santé de la Chambre des représentants du Japon, a visité Djibouti. Lors des entretiens tenus entre M. Watanabe et les hautes personnalités de Djibouti, incluant M. le Président de la République, Dr Jamal, la question de santé était au cœur des discussions. Cette coopération donc s'inscrit dans le suivi de ces rencontres de haut niveau. Et de son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a tenu à remercier le Japon pour ce geste tout en soulignant que la signature de cet échange de notes d'un montant de 200 millions de yens japonais fait suite aux discussions entre le ministère de la Santé et l'ambassade du Japon sur les voies et moyens de renforcer davantage les capacités techniques du ministère de la Santé, notamment ses différents plateaux spécialisés. Il a par ailleurs ajouté que les patients pourront bénéficier de meilleurs diagnostics ainsi qu'un traitement et suivi mieux adapté grâce à l'acquisition de ces nouveaux équipements. Écoutons le ministre. Médicaux, la formation des paramédicaux et autres renforcements des capacités. Le ministère de la Santé, sous la houlette de mon collègue le ministre Jama, a entrepris un vaste programme d'amélioration de la qualité des services de soins apportés à nos concitoyens. Ces prestations de qualité nécessitent naturellement des ressources humaines qualifiées et des structures sanitaires adaptées aux besoins de nos populations des grandes villes et celles des régions de l'intérieur. Depuis près d'un an, le ministre de la Santé et ses équipes n'épargnent aucun effort afin de répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens. La dernière caravane de la santé dans les régions de l'intérieur, notamment à Tajoura, fut un succès retentissant. Je tiens ici à féliciter
le ministre de la Santé ainsi que ses équipes pour ses efforts inlassables. En outre, mes remerciements vont évidemment à Monsieur l'ambassadeur Tatsuo Arai, ambassadeur du Japon à Djibouti, et à travers lui au gouvernement et au peuple japonais pour l'assistance continue apportée à la République de Djibouti dans le cadre de sa politique de développement durable. Le Japon intervient dans de nombreux secteurs de développement dans notre pays, de l'éducation au secteur de l'eau ou encore dans des grands projets structurants tels que la logistique maritime ou l'énergie. La coopération nippo-djiboutienne est aussi variée que dynamique. La République de Djibouti apprécie ce partenariat à sa juste valeur et pour sa part, mon pays ne lésine pas sur les moyens pour soutenir le Japon dans les forums internationaux. Il convient de souligner par ailleurs les facilités accordées aux forces d'autodéfense japonaises dans la lutte contre l'insécurité maritime et la piraterie. Le directeur de l'hôpital Pelletier qui devra recevoir la grande majorité de ses équipements s'est félicité de cet apport et a également remercié le gouvernement japonais. Ce matin, dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères, un accord a été paraphé relatif à une donation du gouvernement japonais au ministère de la Santé. Cette donation relate un projet que le ministère de la Santé a soumis à l'ambassade du Japon. Ce projet est relatif aux équipements de cardiologie interventionnelle, la création d'une salle de cathétérisme au niveau de l'hôpital. Nous avons depuis une année deux cardiologistes interventionnels, mais malheureusement les équipements ont des défauts. Aujourd'hui, avec cet accord, on aura l'acquisition des équipements de cardiologie interventionnelle et bientôt ça va être une première à Djibouti où on pourra intervenir sur tout ce qui est cardiologie interventionnelle. Également dans l'actualité, le ministre de la décentralisation, Ahmadou Mohamed Al-Amis, a présidé ce matin à l'hôtel des Acacias une rencontre regroupant les dirigeants de la mairie de Djibouti, les responsables des communes de la capitale et ceux des 5 régions de l'intérieur. Le ministre du Travail, Hassan Dili Samri, et Madame le maire de Djibouti-Ville, Fadma Awale Ousmane, ont participé à ces rencontres avec les élus, avec les nouveaux élus. Cette rencontre, la première du genre, à se tenir depuis les dernières élections régionales et communale, avait pour objectif de discuter de la feuille de route étalée sur 3 ans pour renforcer le processus de décentralisation. Elle a permis aux élus de découvrir la feuille de route puisqu'ils seront les acteurs privilégiés pour sa mise en œuvre aux côtés de l'État et des partenaires au développement. Le ministère de la décentralisation veut concrétiser la volonté du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh de faire de la décentralisation un objectif incontournable afin de donner aux régions tous les atouts pour exploiter leur potentialité et assurer le propre développement. Le ministre du Travail a soutenu cette initiative, donc on l'écoute. hamida weyn ee madaxweynuhu uu hayo maamul goboleedka maanta wasaaradda uu sameeyay maamul goboleedka waxaa la doonayaa in awoodda la saaro maamul goboleedka haddii ay horumarka uga tahay haddii ay dhaqaalo uga tahay dhan kaste madaxweynuhu maanta waxa uu awoodda saarayaa waa maamul goboleedka weeyaan idinkuna waxaad tihiin raggii iyo haweenkii tareenka maamul goboleedka dhaqaalihiisa jiidayay amba hogaaminaya ayaa tihiin kolkaa waxaan idinka doonayaa inaad noqotiin dad taya leh dad fikiraya dad u soo jeeda gobolada dad bilicdiisa quruxdiisa sare u qaadaya gobolada inaad noqotiin baan la doonayaa gobolada dad kale uma maqno ininka weeyaan dadka la doonayo inaan lagu tiirsado in maxaa ahday goboladu horumar ay gaadhaan ininka weeyaan.
Et pour le ministre de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Ramis, il faut mobiliser tous les acteurs pour asseoir cette politique du chef de l'État. Je propose de l'écouter. La création du ministère entièrement dédié à la décentralisation le 16 juin 2016 constitue déjà un signal politique fort qui prouve la volonté du chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Oumar Guelleh, de faire de la décentralisation un paradigme incontournable de développement et de lutte contre la pauvreté. Sur instruction du président de la République et pour remplir ses missions, mon département s'est rapidement doté d'un outil opérationnel, c'est-à-dire une feuille de route. Cette feuille de route s'étale sur 3 ans. Sa spécificité est qu'elle a été conçue pour être en harmonie avec la stratégie de croissance accélérée et de la promotion d'emploi qui s'étale, elle aussi, sur 3 ans. Vous aurez l'occasion de découvrir de plus près ce qui renferme cette feuille de route, puisque c'est vous qui en serez les acteurs privilégiés de sa mise en œuvre, aux côtés, bien entendu, de l'État et de nos partenaires au développement. Le président de la République a eu raison de privilégier une approche pragmatique et pédagogique qui intègre les collectivités locales comme des entités politiques à part entière. Il savait les difficultés qu'il y avait à passer d'un développement concentré autour de Djibouti-Ville à un développement déconcentré et décentralisé sur l'ensemble de l'espace national. Ce combat exige la détermination totale. Il y va de notre crédibilité et de notre responsabilité. Ayons le courage de mettre les choses à plat et aller de l'avant avec une approche pédagogique et pragmatique. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au souci de notre chère population dans la dignité et de la loyauté. Je veux que vous soyez les acteurs majeurs de l'éclosion économique de vos régions et de vos communes. Je serai à votre côté, et n'en doutez pas. Je serai aussi votre porte-voix au gouvernement pour que la décentralisation impacte positivement les conditions de vie de nos concitoyennes sur l'ensemble du territoire national. Et suivant à présent une réaction recueillie lors de cette rencontre regroupant les dirigeants de la mairie et les responsables des communes de la capitale et ceux de 5 régions de l'intérieur. Il s'agit celle du président du conseil régional de Bok. Aujourd'hui, nous sommes venus à Djibouti sur invitation du ministre délégué à la décentralisation qui était accompagné de son collègue de la réforme. Cette réunion était juste une prise de contact et à travers cette réunion, nous avons pu prendre connaissance des programmes que les ministères de la décentralisation ont mis en place pour les conseils régionaux. Et les points importants que j'ai retenus moi personnellement, c'est la mise en place des fiscalités pour les régions, les plans de développement régionaux aussi qui sont validés au niveau des conseils des ministres. Nous sommes très contents quand même de cette réunion parce que c'est fut l'occasion aussi de débats, donc d'échanges d'idées et nous restons confiants donc vraiment que ce mandat sera un mandat d'action. Dans le reste de l'actualité, un expert de la francophonie reçu par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, a reçu ce matin dans son cabinet l'expert mandaté par l'Organisation internationale de la francophonie, l'EIF, M. Eric Weber, en présence de ses proches collaborateurs. Il a esquissé une ébauche des différents centres de lecture et d'animation culturelle implantés partout dans le monde, dénommés CLAC, et de leur finalité. Il a aussi souligné l'importance d'une formation à l'endroit des animateurs qui seront en charge de la gestion de ces centres, mais aussi la mise en place d'un suivi régulier après leur implantation. La directrice de la centre, Mme Asli Mohamed, a ensuite présenté le programme de visite de l'équipe tant dans la capitale que les 2 régions de l'intérieur devant accueillir les premiers
centres culturels et de leur bibliothèque. Le secrétaire d'État a quant à lui remercié M. Weber pour sa visite et a expliqué l'importance de ce projet pour la jeunesse en général et les CDC en particulier qui ont besoin d'être revalorisés. Secousse tellurique, la Terre a un peu tremblé. L'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré aujourd'hui un séisme modéré de magnitude 4.3 à l'échelle de Richter. La secousse a eu lieu à 7h47 heure locale. Son épicentre se situe aux alentours de la passe à Goubet, à environ 18 km à l'ouest de la ville d'Arta, à une profondeur de 4,01 km. Ce séisme a été légèrement ressenti dans la région du Goubet et à Arta. Et à l'Assemblée nationale, la Commission des finances, de l'économie du plan a examiné et approuvé le projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti pour les exercices de 2011 à 2014. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader, accompagné du directeur général de l'aéroport international, M. Mohamed Youssouf Chelmaki. Également dans l'actualité, l'Institut national de santé publique a poursuivi à Balbala ses opérations de pulvérisation d'insecticides. L'ensemble des quartiers de Balbala, à savoir PK12, Hayablé, Warablé, Balwaka ont été concernés par ces opérations de pulvérisation qui continueront jusqu'à demain. Ces opérations de pulvérisation visent à éliminer les moustiques, mouches et gîtes larvaires vecteurs de maladies dans la paludisme. À travers ces interventions, l'Institut national de santé publique cherche à apporter des solutions appropriées en matière d'hygiène et à réduire les conséquences néfastes que peuvent générer des éventuelles épidémies. Et comme d'habitude, à l'occasion du 50e anniversaire du lancement de la télévision, nous vous proposons de découvrir aujourd'hui le métier du caméraman qui est un vrai professionnel. Avec la révolution numérique qui a entraîné une multiplication des chaînes de télévision transmises via satellite, l'on comprend aisément l'importance d'un caméraman. Son rôle est crucial. Toutes les prises de vue, toutes les images que l'on peut suivre sur un reportage news, un documentaire, un sujet magazine, un spot publicitaire sont l'œuvre d'une personne qui se trouve derrière une caméra. Cette personne, le plus souvent un homme, est un professionnel. On le nomme le caméraman. C'est le cas du jeune Abdel Fattah de la RTD qui se lève tôt, vérifie quotidiennement ses équipements de tournage. Abdel Fattah poursuit sa carrière à la RTD depuis une dizaine d'années. Tout au long de sa carrière, il a couvert de trop nombreux reportages. Il lui arrive souvent de tourner 2 à 3 reportages au cours d'une même journée. Son sérieux et sa rigueur au travail en font un élément clé du service de production technique. Le caméraman, entre guillemets, est un mot tiré de l'anglais et qui signifie l'homme qui tient la caméra. Le métier est exigeant. Il demande beaucoup d'efforts physiques. Un caméraman se déplace beaucoup. Une grande force pour porter sans permanence une caméra. Cet équipement de tournage à la fois sensible et coûteux qui permet de réaliser les prises de vue et qui est souvent pesé lourd. Enfin, la profession de caméraman exige une disponibilité de chaque instant. L'homme ne fait pas l'événement, ne crée pas l'événement. Il la subit, la suit, il la vit. Il doit faire vite pour saisir les instants précis d'un fait donné, ces moments forts ou importants. Abdel Fattah a également été envoyé en mission à l'étranger. Il a notamment couvert des déplacements du chef de l'État. Le caméraman est ému par son instant. Il doit trouver le bon angle,
mettre en évidence l'arrière-plan pour authentifier l'endroit où l'on se trouve, éviter le contre-jour. Pour filmer un long convoi, il file avec le chauffeur et le journaliste avant les autres. Ensemble, ils repèrent un long virage et escaladent un monticule. Tout autant que les autres caméramans, Abdel Fattah déploie beaucoup d'énergie. Le plus souvent, cet homme cavale. Outre sa caméra, il doit porter aussi un trépied pour réaliser des images stables. Avec les caméras de dernière génération, il s'est quelque peu défait ou débarrassé du preneur de son, son collègue et complice de tournage de tous les jours. La tâche lui incombe désormais de vérifier qu'il tourne les images et enregistre à la fois le son. Face à la multiplication des reportages à réaliser au cours d'une même journée, le caméraman se pointe en premier seul. Il est impératif pour le caméraman de ne pas rater le début des cérémonies et de ne pas faire attendre une importante personnalité. Aussi, pour éviter ce genre d'inadvertance, la direction de la RTD a décidé de confier le moyen de transport au caméraman. Autre condition exigée pour assumer cette tâche de caméraman, c'est d'être d'une grande taille et très agile. C'est le cas d'Abdel Fattah. Le caméraman est à la fois cet homme qui va déployer son équipement et matériel pour préparer une interview, prendre part à une conférence de presse, qui est celui qui va couvrir un accident de la route, un incendie, une catastrophe, tel un déraillement de train, les intempéries où il va se mouiller. Il peut être dans un cadre de reportage pour suivre un cortège, filmer une course à pied à l'arrière d'une moto, à bord d'un hélicoptère pour des plans vus du ciel. Il est important afin de ne pas confondre un cadreur qui travaille en studio ou à la régie avec le caméraman. Le cadreur fait des mises au point afin de s'assurer de la netteté des images sur le petit écran, quant au caméraman, lui, est dans le feu de l'action. Allez, c'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Place maintenant au focus. Bonjour. Bonjour. Et ce focus nous amène en Colombie où une saisie de record de 6 tonnes de cocaïne a été saisie. Tout à fait, Asma. La police colombienne a donc porté un nouveau coup à la criminalité organisée, saisissant donc 6134 kilos de cocaïne à Barranquilla, qui avait pour destination finale le port d'Algeciras en Algérie, en Espagne. Donc, cette drogue appartenait donc au clan Golf, principal gang criminel du pays, et à d'autres organisations qui opèrent dans le nord-est du pays. Au cours de cette opération menée donc vendredi soir, des policiers de la brigade anti-stupéfiants de Barranquilla ont découvert un conteneur de 20 palettes de caisses de ferraille et d'acier avec des paquets donc rectangulaires qui se sont donc avérés être de cocaïne, précise donc le communiqué du ministre de la Défense. Depuis donc janvier, la police colombienne a saisi près donc de 70 000 tonnes de chlorhydrate de cocaïne sur le territoire colombien, dont 15,8 tonnes dans les Caraïbes, selon cette même source. Le clan Golf, dirigé donc par Antoniel, criminel le plus recherché donc de Colombie, a été formé par les paramilitaires d'extrême droite démantelés donc entre 2003 et 2006 sous la présidence donc d'Alvaro Uribe. La Colombie donc est le premier producteur de cocaïne et de feuilles de coca, un composant donc de base de la cocaïne avec 96 000 hectares de plantation, et le premier producteur de cette drogue avec 46 000 tonnes en 2015 selon l'ONU. Merci Fatou Hassan pour ces éclaircissements. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.